Des dames, ils n'ont rien demandé, ils ont cassé le tête des dames, on a blessé les enfants, ils nous ont tué des dames, ils ont cassé, ils nous ont rien demandé, ils ont commencé à casser seulement, on a encore été blessés des dames, c'est ce qu'ils ont fait, et voilà. Deux pays, deux crises, un seul peuple qui souffre. En Côte d'Ivoire, des bulldozers rasent des maisons de famille entières à Abidjan, sans préavis, sans relogement, sans dédommagement. Au Burkina Faso, une mosquée est fermée, un imam est arrêté et les forces de sécurité sont déployées massivement dans les rues. Deux images, deux réalités, deux chocs. Et la grande majorité des gens qui voient ces images réagissent avec l'émotion mais sans la compréhension, avec la colère mais sans l'analyse, avec le cœur mais sans la tête. Moi ce soir, je vais te donner les deux. Au Burkina Faso, le président Ibrahima Traoré ordonne la fermeture de la grande mosquée sunnite de Ouagadougou. Après l'arrestation de l'imam Kindo le 26 mai dernier, le président Ibrahima Traoré a ordonné la fermeture de cette grande mosquée sunnite qui habite des milliers et des milliers de fidèles musulmans. Nous avions une seule question derrière cette fermeture de cette mosquée. Est-ce que la grande mosquée sunnite de Ouagadougou est liée, entre guillemets, au terreau? Qu'est-ce qui se passe avec la fermeture de la grande mosquée qui porte en elle-même des milliers et des milliers de fidèles musulmans, la famille? Rappelez ici que la mosquée est fermée jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi le président Ibrahima Traoré a pris cette décision radicale contre cette mosquée? Est-ce que la grande mosquée connaît quelque chose sur les terreaux qui se passent au Burkina Faso? C'est la question que nous devions nous poser, la famille. C'était juste pour vous mettre en alerte qu'actuellement, la grande mosquée de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso a été fermée par le président Ibrahima Traoré. Nous attendons vos avis en commentaire et des éclaircissements. Je vous remercie. Et je vais te montrer quelque chose que personne d'autre ne va te montrer ce soir. Je vais te montrer que ces deux crises, qui semblent n'avoir aucun rapport entre elles, sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Lorsque notre ami Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir au Burkina Faso, il a été élu président, les Saoudiens sont venus et lui ont dit on va financer 200 mosquées gigantesques. Et Ibrahim Traoré a dit si vous avez du fric à dépenser, nous les mosquées on en a déjà et on sait les construire, on n'a pas besoin de palais dédiés à Allah. Par contre, on a besoin d'hôpitaux, de routes, et on a besoin d'universités et d'écoles. Et là, les Saoudiens n'ont pas du tout voulu payer. Ouais, bizarre, hein? Alors Ibrahim Traoré s'est tourné vers les entreprises internationales, et il s'est dit, voilà, qui va nous construire nos routes, qui va nous construire, etc. Et on lui a fait des devis à 1000 milliards de dollars pour construire des réseaux d'autoroutes au Burkina Faso. Alors il s'est dit, nous les Burkinabés, on n'est pas moins cons, on n'est plus cons que les autres. Les routes, on est capable de les construire. On va former des gens à l'ingénierie routière. On va acheter les machines en Chine d'occasion. Ce qu'a fait donc le Burkina Faso a acheté toutes les machines qui permettent de construire des routes en Chine d'occasion. Pour 10 000 $, on a un camion de chantier en Chine. La Chine a énormément construit, elle a énormément de matériel. Il n'y a pratiquement plus rien à construire en Chine.
Donc, les grandes entreprises chinoises, elles bradent leur matériel. Donc, il a, avec l'argent de l'État burkinabé, acheté toutes les machines. Ils ont formé les gens, ils ont construit les autoroutes et tout le réseau routier du Burkina Faso. Si on finit de l'écouter, il a dit la vérité. Hein. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir nouvellement, ils sont venus dire quoi? On va venir construire plus de 200 mosquées au Burkina Faso. Il dit non, mais nous on a un objectif, créer des emplois, construire notre pays, créer des emplois pour les jeunes. Il y a combien de pourcents des jeunes burkinabés qui ne travaillent pas? Si vous venez construire des mosquées à toute cette place-là, est-ce qu'ils vont travailler encore? Mais non, on a beaucoup de mosquées. Il y en a beaucoup. Hein. Ne venez pas construire autre. Créer des emplois pour les jeunes, construire des usines pour que les jeunes travaillent. Faites tout ça. Ils sont partis avec les agents, ils disent non. Bon, analysez vous-même. Est-ce que si on analyse, ils nous aiment réellement? Est-ce qu'ils vous aiment? Mais non. Ils veulent juste diriger ça, c'est vous. Ça ne doit pas être dirigé par vous-même, c'est eux qui doivent diriger. Si on analyse réellement. Eh bien, les réfugiés, ils sont partis avec les agents. Si c'était des bonnes fois, ils allaient accepter, ils allaient construire des écoles, des trucs, des usines pour les jeunes pour qu'ils travaillent, les gars. Ensemble. Il faut savoir que ce que les musulmans sont en train de vivre dans le monde entier, là, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, peu importe les reculs du monde entier, ce que les musulmans sont en train de vivre là, c'est pas parce que Allah les a oubliés, c'est pas parce que Allah les a laissés, non, mais c'est la règle universelle. Les prophètes, on a torturé des prophètes, on a tué des prophètes. Va étudier l'histoire de Zacharia, va étudier l'histoire de Yahya. Youssouf alayhi salam, il a été emprisonné. Et c'est pas que les prophètes seulement. C'est pas que les prophètes, même les hommes pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, on l'a emprisonné. Donc c'est une règle universelle. Ça ne veut pas dire que Allah ne les aime pas, mais Allah veut les éprouver. C'est comme ça. Asiban nasu, an yutraku, an yakulu amanna wa hum la yuftanoun. Allah dit, pensez-vous que vous allez dire seulement que vous êtes des musulmans, vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, sans que Allah ne vous éprouve? Non. Voilà qad fatanna allazina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazimin. Allah dit, c'est de cette manière j'ai éprouvé ceux d'avant vous. Ceux qui ont dit la ilaha illallah depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui, Allah dit, je les ai éprouvés. On a tué certains, on a torturé certains, on a emprisonné certains. C'est la règle universelle. Mais Allah dit, c'est de cette manière, je veux savoir qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Mais la victoire là, ça devient toujours aux croyants. Inna Allah ma'al muttaqin. Allah il est avec ceux qui sont pieux. Inna Allah ma'as sabidin. Allah il est avec ceux qui sont patients. Il faut vous calmer seulement. Il faut vous calmer. La religion musulmane là, Allah, c'est comme le fer. Si je dis tu vas faire contre là, mon frère, tu vas te fatiguer. C'est comme Les deux symptômes d'un même mal profond qui ronge l'Afrique depuis des décennies. Et quand tu auras compris ça, quand tu auras vu le lien, ta façon de regarder ce qui se passe sur notre continent ne sera plus jamais la même. Alors accroche-toi, parce que ce soir chez Ouragan, on va au fond, complètement au fond, sans filtre, sans détour, sans langue de bois, parce que tu mérites la vérité entière. Pas la moitié, pas le quart, la vérité entière. Ici, c'est Ouragan. Et on commence maintenant. Côte d'Ivoire d'abord, parce que ces images, ces familles assises sur les décombres de leur vie, les doivent être le point de départ de tout ce qu'on va dire ce soir. Kumasi Campement, Abidjan, juin 2025. Il est tôt le matin. Les gens dorment encore. Les enfants se préparent pour l'école. Les mamans allument leur feu pour préparer le petit déjeuner. Les commerçants ouvrent leurs étals. C'est un matin comme les autres, jusqu'au moment où les machines arrivent, des bulldozers énormes, puissants, implacables, et ils commencent à démolir. Maison par maison, commerce par commerce, restaurant par restaurant, marché par marché. En quelques heures, un quartier entier disparaît. Des centaines de familles se retrouvent à la rue, avec leurs enfants, leurs vieux, leurs malades, dehors, sous le ciel. En pleine saison des pluies, une femme était partie faire son marché tôt ce matin. Elle est revenue chez elle et sa maison n'existait plus. Son restaurant, le petit commerce avec lequel elle nourrissait ses enfants chaque jour, sous les gravats, ses pagnes, ses ustensiles, ses dossiers, ses économies peut-être, tout écrasé, tout détruit. Elle a regardé ça et elle a pleuré. Et ces larmes, ce soir, elles méritent qu'on les regarde en face. Pas qu'on regarde ailleurs, pas qu'on change de vidéo, pas qu'on fasse semblant de ne pas voir. 28 000 personnes touchées par ces opérations de démolition. 28 000 êtres humains qui se lèvent le matin et qui n'ont plus de toit, plus de maisons, plus d'endroits où cuisiner pour leurs enfants, plus d'endroits où dormir. C'est pas un village, c'est une ville entière. Et ça s'est passé comme ça, brutalement. Soudainement,
sans humanité apparente. Les gens racontent qu'ils ont été surpris, que les machines sont arrivées et qu'ils ont couru, qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre leurs affaires, leur congélateur écrasé, leurs machines à coudre détruites, leurs documents officiels, ces mêmes documents que certains avaient obtenus auprès des autorités elles-mêmes, inutiles face aux bulldozers. Et c'est là que l'histoire devient encore plus grave, encore plus choquante. Des informations sérieuses circulent, avec des documents, avec des témoignages, avec des preuves, selon lesquelles le ministre-gouverneur qui ordonne ces démolitions serait le même homme qui signait des attestations villageoises à ses habitants quand il était encore maire de Koumassi. Des attestations officielles, des documents qui disaient à ces familles « Tu as le droit d'être là, tu as le droit d'occuper ce terrain », signés par une autorité de l'État. Et ces familles, elles ont payé pour ces documents. 50 000 francs par attestation, selon certains témoignages. Elles ont fait confiance à l'institution. Elles ont obtenu leurs papiers. Et aujourd'hui, elles tiennent ces papiers dans leurs mains, devant les décombres de leur maison. Ces papiers n'ont rien protégé. Et la question que tout le monde doit se poser est simple. Comment est-ce qu'on peut signer des documents officiels à des gens, leur dire que leur présence est légale, prendre leur argent, et ensuite envoyer des bulldozers casser leur maison? Quelqu'un peut m'expliquer ça? Parce que si cette information était vraie, et les documents circulent, les témoignages sont là. On ne parle plus seulement d'une politique d'urbanisme discutable, on parle d'une trahison. Une trahison de l'État envers son propre peuple. Et ça, en droit, en morale, en humanité, c'est impardonnable. Maintenant, Burkina Faso, même continent, même Afrique, autre réalité mais même douleur au fond. Les autorités de la transition burkinabé viennent d'ordonner la fermeture immédiate de la grande mosquée du mouvement sunnite de Ouagadougou. L'imam Mohamed Ishrako, président du conseil des oulémas sunnites du pays, a été arrêté. Les forces de sécurité sont massivement déployées autour de l'édifice. Et sur les réseaux, explosion immédiate. Les uns crient à la dictature, les autres applaudissent. Et la grande majorité réagit avec l'émotion sans le contexte. Alors voilà le contexte. Le Burkina Faso est en guerre depuis plus de 10 ans. 10 ans de terrorisme djihadiste qui a tué des milliers de civils, qui a déplacé des millions de personnes, qui a détruit des villages entiers, qui a fermé des écoles, qui a rendu des régions entières ingouvernables. 10 ans pendant lesquels les solutions militaires classiques, notamment avec la présence française, n'ont rien résolu. Au contraire, les attaques sont augmentées. Le territoire sous contrôle terroriste s'est étendu et le peuple burkinabé a souffert, en silence, sans que personne dans les grands médias ne s'en préoccupe vraiment. Jusqu'au jour où Ibrahim Traoré est arrivé. Et Ibrahim Traoré, lui qui prie, lui qui jeûne, lui qui pratique sa religion avec conviction devant tout son peuple, il a regardé la réalité en face et il a dit quelque chose que personne avant lui n'avait osé dire publiquement. Il a dit, dans chaque base terroriste que nos soldats démantèlent dans la brousse, sans exception, on trouve des Corans, on trouve des textes religieux, on trouve des enseignements théologiques, on trouve la trace d'un endoctrinement religieux soigneusement organisé. Il l'a dit le 20 mars lors de sa visite dans les hauts plateaux, clairement, sans détour, avec la responsabilité d'un chef d'État en guerre qui refuse de fermer les yeux sur ceux qui tuent ses soldats et ses civils chaque jour. Et cette déclaration, elle a tout changé parce qu'elle posait la vraie question, celle que tout le monde esquivait. Comment des jeunes Africains qui ont grandi dans des familles musulmanes paisibles, dans des villages où l'islam se pratiquait dans la sérénité depuis des générations, comment ces jeunes-là en sont-ils arrivés à tuer leurs propres frères au nom de la religion? La réponse, elle tient en un seul mot, endoctrinement. Un endoctrinement méthodique, patient, financé, organisé. Un endoctrinement qui s'est déployé sur des années dans certaines mosquées. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs,
violeurs de constitution, car étrangers au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui veulent du bien au point de nous menacer de guerre pour imposer leur amitié. Nous adapterons notre démocratie tant brandie et chantée par des loups dans des pots de bélier afin de sécréter par nous-mêmes le leadership politique adéquat pour nos peuples en vue de leur bonheur. Oui, l'émancipation totale et le progrès social véritable pour nos peuples constituent la finalité de toute action, qu'elle soit politique, économique, socio-culturelle et ou sécuritaire. Je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. Les peuples africains ne sont pas opposés au peuple français, mais c'est plutôt la politique française, pleine de condescendance, qui est rejetée. En déclarant qu'ils ne veulent pas de chômeurs, de migrants, de voleurs, etc. en France, nous en Afrique en général, et au Sahel en particulier, ce sont les producteurs de chômeurs et de voleurs via le pillage cynique de nos ressources que nous ne voulons pas. C'est fort de tout ce qui précède que justement Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Mais moi, je vais dire quelque chose. Ce qui ne m'a pas plu, Ibrahim Traoré, partagez la vidéo, regardez des vidéos. Ce qui ne m'a pas plu, c'est d'avoir arrêté quelqu'un la veille ou le jour de la fête. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous devrez le laisser parce que c'est une grande fête. C'est la Tabaski. La Tabaski est significative pour beaucoup de musulmans. Il fallait faire la clémence. Il va prier avec sa famille, avec ses enfants, avec ses proches. Mettre la joie dans sa famille. Mettre la joie dans les cœurs de ses enfants et d'autres. Maintenant, si la fête finissait, genre aujourd'hui ou demain, vendredi, vous partez, vous l'attrapez. Mais vous, vous êtes allé l'attraper, le priver de prier, et puis vous-même, vous êtes allé prier. Pourtant, Dieu a dit de faire la clémence. De faire la clémence. Maintenant, moi, je ne sais pas, chère autorité, vous êtes allé prier là. Vous êtes allé prier, puisque vous êtes allé prier, pour demander pardon à Dieu de vos péchés, pour demander la paix, pour demander pour que votre pouvoir soit protégé, aille loin. Je pense que vous devez le demander. Maintenant, comment rendre les gens malheureux, rendre les gens tristes, et puis aller soi-même prier? Qu'est-ce que vous avez dit à Dieu? C'est ça, hein? Moi, ce côté-là, je n'ai pas. Moi, je voudrais qu'on le laisse prier. Qu'on laisse M. Dr Kindo prier d'abord. S'il finit de prier, on peut l'arrêter. Mais vous l'arrêtez la veille de la fête. Ah, chère autorité, ça en tout cas, moi je ne trouve pas ça bien. Hein. C'est mon avis. Hein. Parce que le pays veut la paix. Le pays veut la cohésion. Maintenant, si vous l'avez laissé prier, puis après vous partez l'arrêter, peut-être que ces gens-là qui sont sortis, n'allaient pas sortir. Ceux-là, ils sont sortis parce que c'était la fête. Ils voulaient voir leur imam, hein, conduire les prières
le jour de l'Eid Fête. Ok? Maintenant, ils sont allés manifester pour qu'on libère, pour que le lendemain, l'imam vienne prier pour eux. Maintenant, vous avez attrapé l'imam déposé et puis vous-même, vous partez prier. Regardez l'Africain. Et puis après, vous allez dire que la religion n'est pas bien. Après, vous allez dire, oh, la religion est comme ça. Oh, la religion est comme ça. Ouais, les Africains sont... Non, 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 non. C'est nos cœurs même qui ne sont pas bien. Parce que nous n'avons pas de tolérance. L'Africain a tolérance zéro. Ouais, le noir. L'Africain, je vais dire, tolérance zéro. Par exemple, ça là, vous les autorités, vous devrez dire, ah, comme c'est la Tabaski, laissons-le aller prier avec sa famille, donner la joie à ses enfants, donner la joie à sa famille, donner la joie à ses proches. Et puis maintenant, vous allez programmer vendredi, samedi, vous faites descendre là-bas, vous l'attrapez, vous l'interpellez. En ce moment, peut-être que ceux-là n'allaient pas sortir. Voyez, non? Nous-mêmes, on ne fait pas la paix entre nous. On ne fait pas la paix. Parce que ça, là, moi, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça bien. Mais en tout cas, que Dieu nous pardonne. Que Dieu continue à nous pardonner toujours. Ça, là, ce n'est pas pouvoir de Blaise, hein. Quand vous allez manifester, hein. Ça, là, ce n'est pas pouvoir de rock, hein. Pouvoir de rock, là. C'est pas ça, hein. Vous allez manifester, on va vous lancer gaz lacrymogène, après vous partez à la maison, là. C'est pas ça, hein. Avec IB, là. Ah, ya. Tu as manifesté ton caca. Tu as manifesté ton pipi. Yeah. Pays là, pou. À Ouagadougou là-bas, hein. Non, on parle de Ouagadougou. Tout se passe à Ouagadougou. Quand c'est bon, c'est à Ouagadougou. Quand c'est mauvais, c'est à Ouagadougou. Tout se passe à Ouagadougou. Le Burkina est résumé à Ouagadougou. Nous, on vous regarde. Le pouvoir est à Ouagadougou. Les manifestants sont à Ouagadougou. Les bénéficiaires du Burkina Faso sont à Ouagadougou. Les super burkinabés sont à Ouagadougou. Hein? Voilà. Nous, là, nous, on vous regarde. Nous, les autres burkinabés, là, on vous regarde. On vous regarde. On va regarder seulement ce que vous faites. Partagez la vidéo, des vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Là, l'Eid Fête, là, on devait les laisser prier d'abord. Dans certaines écoles coraniques, dans certains cercles religieux très précis. Pas dans tous. Dans certains. Et c'est cette précision-là qui est fondamentale. Parce que l'ennemi, ce n'est pas l'islam. L'ennemi, c'est l'instrument. C'est le mécanisme de manipulation qui prend la foi sincère de jeunes hommes pauvres et sans perspective, et qui la transforme en carburant pour la guerre. Et maintenant, voilà le lien. Voilà ce que je t'avais promis en début de vidéo. Voilà pourquoi ces deux crises, Abidjan et Ouagadougou, ne sont pas des événements séparés. Ce sont les deux manifestations d'un même phénomène. Un phénomène qu'on peut appeler d'un seul nom, la vulnérabilité organisée des peuples africains. En Côte d'Ivoire, des familles sont vulnérables parce qu'un système leur a vendu une sécurité fictive. On leur a dit, vous avez le droit d'être là. On leur a fait payer pour cette sécurité. Et quand les machines sont arrivées, cette sécurité s'est révélée être un mensonge. Ces gens étaient vulnérables parce que l'État, qui était censé les protéger, les a trahis. Au Burkina Faso, les jeunes sont vulnérables parce qu'un système leur a vendu une identité falsifiée. On leur a dit, votre religion vous demande de tuer. On a manipulé leur foi. On a instrumentalisé leurs croyances les plus profondes. Et quand les terroristes sont arrivés, ces jeunes n'avaient aucune défense intellectuelle ou spirituelle contre ce mensonge. Ces jeunes étaient invulnérables parce que les institutions qui auraient dû les protéger, les écoles, les familles, les communautés religieuses authentiques avaient été affaiblies, marginalisées, remplacées par des structures financées de l'extérieur avec un agenda précis. Dans les deux cas, la vulnérabilité n'est pas naturelle. Elle est construite, elle est organisée, elle est entretenue. Par qui? Par un système qui a besoin que les Africains restent faibles, divisés, dépendants. Un système qui a besoin que les familles ivoiriennes n'aient pas de titres fonciers solides pour être à la merci des décisions arbitraires. Un système qui a besoin que les jeunes burkinabés soient endoctrinés pour qu'ils combattent leurs propres États au lieu de construire leur avenir. Et ce système, il a un visage, il a des noms, il a des adresses, des monarchies du Golfe qui financent l'endoctrinement wahhabite en Afrique, des multinationales qui ont besoin d'un Sahel en guerre pour maintenir la main basse sur les ressources, des chancelleries étrangères qui ont besoin d'États africains faibles pour continuer à imposer leurs conditions, et des élites africaines corrompues qui collaborent avec ce système parce qu'elles en profitent personnellement.
Voilà l'ennemi commun. Voilà le vrai visage de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et voilà pourquoi on ne peut pas traiter ces deux crises séparément. On doit les voir ensemble. On doit les comprendre ensemble. Et on doit les combattre ensemble. Parlons maintenant des réponses. Parce que dénoncer sans proposer, c'est facile, c'est confortable. Ça permet de se donner bonne conscience sans prendre de risques. Moi, Ouragan, ce n'est pas mon style. Alors voilà ce que je pense. En Côte d'Ivoire, la réponse aux démolitions n'est pas de dire que le développement est mauvais. Le développement est nécessaire. Les villes doivent évoluer. Les quartiers dangereux doivent être réaménagés. Les zones à risque doivent être sécurisées. Tout ça, c'est vrai. Mais le développement doit se faire avec les gens, pas contre eux, pas sur eux. La réponse, c'est d'exiger que chaque opération de démolition soit précédée d'une information claire donnée aux habitants plusieurs mois à l'avance, d'un recensement sérieux des personnes affectées, d'un plan de relogement concret et financé, d'un dédommagement juste pour les biens détruits. Et surtout, d'une régularisation foncière massive qui donne à chaque famille ivoirienne un titre de propriété opposable à tous, y compris à l'État. Parce que tant que les gens n'ont pas de papier solide, ils sont à la merci de n'importe qui. Ils sont vulnérables par construction. Et cette vulnérabilité, elle profite à ceux qui veulent pouvoir récupérer les terrains quand ça les arrange. Au Burkina Faso, la réponse à l'endoctrinement n'est pas de fermer toutes les mosquées. Ce serait une erreur. Ce serait contre-productif. Ce serait injuste envers des millions de musulmans burkinabés qui pratiquent leur foi dans la paix et qui sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. La réponse, c'est de distinguer clairement entre l'islam authentique et l'idéologie terroriste habillée en religion. C'est de soutenir les imams et les leaders religieux qui prêchent la paix, la coexistence et le patriotisme. C'est de créer des contre-narratifs puissants qui inoculent les jeunes contre l'endoctrinement. C'est de couper les financements étrangers qui alimentent les mosquées radicales. Et c'est de réinvestir massivement dans l'éducation publique de qualité. Parce que l'ignorance est le terreau de l'endoctrinement. Un jeune qui pense bien, un jeune qui a reçu une éducation solide, un jeune qui connaît l'histoire de son peuple est un jeune qui ne peut pas être facilement manipulé. Voilà les vraies solutions. Voilà ce que les gouvernements africains doivent faire. Et voilà ce que les peuples africains doivent exiger. Et maintenant, je veux te parler de toi, directement, personnellement, parce que tout ce qu'on a dit ce soir, les démolitions d'Abidjan, la mosquée fermée de Ouagadougou, l'endoctrinement djihadiste, la trahison des élites, le système qui maintient les Africains dans la vulnérabilité, tout ça ne sert à rien si toi tu restes passif. Si toi tu regardes cette vidéo et tu passes à autre chose, si toi tu t'émeutes 2 minutes et puis tu oublies, je ne te demande pas de faire une révolution. Je ne te demande pas de risquer ta vie. Je ne te demande pas de tout abandonner pour la cause africaine. Je te demande quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant à la fois. Je te demande de penser, de vraiment penser, de refuser les narratifs simplistes que les médias te servent, de refuser de choisir ton camp avant d'avoir compris le contexte, de refuser de réagir avec l'émotion seule quand une affaire complexe mérite une analyse sérieuse. Quand tu vois des images de démolition à Abidjan, avant de crier à la dictature ou d'applaudir le développement, pose-toi les vraies questions. Est-ce que ces gens ont été prévenus suffisamment à l'avance? Est-ce qu'ils ont été relogés? Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Est-ce que leur dignité a été respectée? Et derrière ces démolitions, qui profitent des terrains libérés? Quand tu vois des images de mosquées fermées au Burkina Faso, avant de crier à l'islamophobie ou d'applaudir la fermeté, pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce qui était prêché dans cette mosquée? Qui l'a financé? Quel était le contenu réel des enseignements qui y étaient dispensés? Et dans le contexte d'un pays en guerre contre le terrorisme djihadiste, quelle est la ligne à ne pas franchir entre la sécurité nationale et la liberté religieuse? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Et c'est exactement pour ça qu'elles sont importantes. C'est exactement pour ça qu'il faut les poser. Parce que les réponses simples, c'est ce que les manipulateurs veulent te donner. Pour contrôler ta pensée, pour orienter ta réaction, pour t'utiliser comme un outil dans leurs guerres qui ne sont pas les tiennes. Je termine avec ça. Et écoute bien parce que c'est le message le plus important de toute cette vidéo. L'Afrique a 2 ennemis. 2 ennemis principaux. Le premier, c'est ceux qui viennent de l'extérieur pour piller, déstabiliser, manipuler. Les puissances étrangères, les multinationales, les monarchies qui financent l'endoctrinement, les chancelleries qui soutiennent les régimes corrompus tant qu'ils servent leurs intérêts. Cet ennemi-là, tout le monde le connaît. Tout le monde en parle.
C'est l'ennemi commode. L'ennemi qu'on peut désigner du doigt sans se remettre en question. Mais il y a un deuxième ennemi. Et celui-là, il est beaucoup plus difficile à nommer parce qu'il est en nous. C'est notre propre passivité, notre propre résignation, notre propre habitude de souffrir sans réagir, notre propre tendance à nous diviser sur des questions ethniques, religieuses, politiques, pendant que nos vrais ennemis communs prospèrent sur notre division. Notre propre incapacité à nous souvenir, à garder les scandales vivants, à maintenir la pression sur ceux qui nous gouvernent jusqu'à ce qu'ils changent de comportement. Les familles de Koumassi ont souffert. Et dans 6 mois, si on n'en parle plus, si on a tourné la page, si on a passé à autre chose, elles auront souffert pour rien. Les soldats burkinabés meurent dans la brousse chaque semaine. Et si on ne comprend pas pourquoi, si on ne comprend pas le mécanisme géopolitique qui entretient cette guerre, ils continueront à mourir pour rien pendant des années encore. Alors voilà ce que je te demande. Garde ces histoires vivantes, parlant autour de toi. Pose les bonnes questions. Exige des réponses. Pas dans 2 mois, maintenant. Parce que les peuples qui oublient trop vite sont des peuples qu'on peut blesser indéfiniment. Et les peuples qui se souviennent, qui maintiennent la mémoire, qui refusent que la douleur des leurs soit oubliée, ces peuples-là finissent toujours par changer les choses. Toujours. C'est une loi de l'histoire. Et cette loi-là, elle est pour nous aussi. Elle est pour l'Afrique. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour tous ceux qui regardent cette vidéo ce soir et qui refusent de fermer les yeux. Partage cette vidéo sans hésiter. Maintenant, laisse ton commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Quel lien tu vois entre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso? Ce que tu penses des solutions que j'ai proposées. Ce que toi tu ferais différemment. Je veux te lire. Abonne-toi. Active la cloche. Et surtout, reste debout. Parce qu'un peuple debout, ça ne se casse pas. Même avec les plus grands bulldozers du monde. Même avec les armes les plus sophistiquées. Même avec les manipulations les plus élaborées. Un peuple conscient, un peuple lucide, un peuple uni autour de ses vraies valeurs est un peuple invincible. Et ce peuple-là, c'est nous. C'est l'Afrique. C'est maintenant. Ici, c'est Ouragan. On lâche jamais. À très bientôt.